C'est bon, bonjour Marion. Bonjour Marie. Je te remercie déjà de t'être rendue disponible pour cette petite interview qui sera diffusée donc par mail et je pense que je la partagerai aussi sur les réseaux sociaux pour que le message qu'on va délivrer aujourd'hui, ça va un peu formel de dire ça, mais que ça puisse être accessible au plus grand nombre. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, que j'ai voulu très vite proposer aux gens qui sont abonnés à ma mailing list parce que en tant que monitrice de portage, forcément, la motricité du tout petit m'interpelle et c'est aussi souvent des thèmes qu'on aborde lors des ateliers portage parce que en atelier portage, tu le sais bien, on ne parle pas que de portage. Voilà. Alors, je vais d'abord te demander de te présenter, de me dire qui tu es, de qui est composée ta famille, voilà, quel est un peu ton parcours, sans parler de l'aspect psychomote qu'on abordera juste après. Ok? Ça marche. Alors, donc je m'appelle Marion Laroche, j'ai 32 ans et je vis sur Brive depuis juin 2019. Donc voilà, à l'origine je suis de Bordeaux et je suis venue m'installer avec ma petite famille sur Brive en Corrèze pour venir au calme, au vert. Voilà, et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Iris de 5 mois et demi. D'accord. Voilà, qui est née en novembre dernier. D'accord. Voilà. Ok. Donc ton métier de psychomote, qu'est-ce que c'est déjà une psychomotricienne? Ah, grande question, vaste question. Voilà, c'est une question qu'effectivement on pose souvent parce que la psychomotricité, même si elle est connue dans certains domaines, reste vague pour beaucoup de personnes. Donc c'est une pratique paramédicale, voilà, histoire de placer quand même les choses voilà, dans leur contexte. Donc c'est une approche de la personne dans sa globalité. C'est assez important parce que effectivement dans les professions paramédicales, on aborde le corps, on aborde l'esprit, on aborde etc. En psychomotricité, on a cette ambition de vraiment aborder la personne dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses dimensions, dans sa dimension corporelle, dans sa dimension psychique, dans ses émotions, dans son corps, voilà. Et selon les âges de la vie, donc on peut prendre en charge effectivement dès la naissance jusqu'aux personnes âgées. On peut suivre une personne tout au long de sa vie pour l'accompagner là où elle en est dans son développement psychomoteur. D'accord. Voilà. Pourquoi tu as choisi ce métier? Alors à la base, effectivement, moi j'ai fait psycho. J'ai un parcours de psychologie, donc j'ai fait une licence de psychologie. Et je sentais tout au long de mon parcours d'études qu'il manquait un petit quelque chose. Voilà, dans mon implication, dans ce que j'étais, dans la posture qu'on avait en tant que soignant auprès de l'autre. Et j'ai rencontré une psychomotricienne et ça m'a parlé de suite parce qu'il y avait cette notion de corps, de corporel, qui est pour moi, je crois, un ancrage primordial, la base en fait du développement. Et du coup, ça m'a passionnée. Okay. Et j'ai pu travailler d'abord ce que j'étais en tant que moi personne. Voilà, ce qui est très intéressant dans les études. On part de nous et puis après pour travailler avec l'autre. D'accord. Voilà. Du coup, je me pose la question. Donc là, tu t'occupes de ta fille qui a 5 mois et demi. T'as exercé dans quelle structure avant? Alors moi, dans mon parcours, j'ai débuté auprès des personnes âgées. Voilà, c'était une création de poste dans un EHPAD, ce qui a été très très riche, voilà, de partir à cet âge-là de la vie, d'accompagner nos aînés. J'ai beaucoup appris et après je me suis dirigée vers plus l'enfance. Voilà, donc j'ai fait un peu les deux extrêmes et j'ai travaillé auprès d'enfants polyhandicapés. D'accord. Voilà, pour la plupart, donc des tout petits jusqu'à l'adolescence, qui a été aussi très très riche puisque j'ai énormément pu aborder on en reparlera plus tard, j'en suis sûre, la sensorialité. Voilà, d'accord. C'est les prémices voilà, du développement psychomoteur. Donc voilà. Ok. Alors, j'avais une petite question. Je voulais savoir quel était le rapport entre la psychomotricienne et la motricité libre.
Alors, ça parle beaucoup souvent, voilà, c'est un concept qui parle beaucoup aux psychomotriciens, parce que ça défend vraiment notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'en psychomotricité, une des choses que l'on défend, c'est toujours de se situer là où en est la personne, jamais avant, jamais après, et surtout l'accompagner telle qu'elle est, sans être dans une guidance totale et dirigée. Voilà, on aime beaucoup tout ce qui est motricité autonome, tout ce qui est spontanéité, tout ce qui est du coup motricité libre. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, sans transition, merveilleux, qu'est-ce que c'est que la motricité libre ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, son nom, en fait, l'explique bien, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est la liberté j'aime bien dire, donc aussi motricité autonome, c'est la liberté de mouvement. C'est une approche de l'enfant où, effectivement, on va essayer de l'accompagner sans être... tout en lui laissant cette liberté d'expérience. Voilà. On est là. Effectivement, c'est pas ne pas être là et juste regarder son enfant, c'est être en présence pour pouvoir le sécuriser, pour pouvoir l'accompagner, le soutenir, mais tout en lui laissant l'exploration totalement libre de son corps et de son espace. D'accord. Voilà. Après, on peut dire plein d'autres choses, hein, mais... vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais effectivement, voilà, c'est intéressant cette motricité libre parce qu'elle développe beaucoup d'autres choses que la motricité, voilà, parce qu'elle défend aussi le fait que l'enfant il puisse faire par lui-même et du coup qu'il gagne en confiance, voilà, qu'il puisse prendre des initiatives, qu'il soit autonome, qu'il soit pas toujours en dépendance totale de l'adulte. Alors, elle se développe en fonction de ses besoins et effectivement, selon l'âge qu'il a et là où il en est, elle n'a pas du tout le même sens d'un nourrisson tout petit qui vient de naître et je viens de le vivre et qu'effectivement un enfant un peu plus grand voilà, qui a acquis des compétences motrices et une sécurité qui fait qu'il peut être plus ou moins libre. Ok. Donc finalement, la motricité libre, on pourrait se dire que c'est du bon sens finalement. J'imagine que dans l'histoire de notre espèce, on a plutôt pratiqué la motricité libre sans le théoriser et le conscientiser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors j'imagine que si on en parle aujourd'hui, c'est que on l'a plus fait ou on le fait moins. Donc qu'est-ce que c'est que la motricité qui est pas libre finalement ? Alors, c'est vrai qu'on revient beaucoup à ces méthodes de liberté, avec cette notion de liberté. On le retrouve dans l'approche Montessori, on le retrouve dans la DME, on le retrouve, voilà, où on retrouve cette liberté de l'enfant, ce pouvoir qu'a l'enfant de pouvoir faire par lui-même. Dans nos sociétés occidentales, on s'en est un petit peu éloigné, je pense. Et on va beaucoup plus parler de stades, on va beaucoup plus parler d'étapes qu'il faut franchir à un certain âge. Moi, j'ai pu entendre qu'un bébé doit s'asseoir à 5 mois, qu'il doit se retourner à tel... Et effectivement, ça met une pression aux parents et une notion de devoir faire, devoir bien faire, dans lesquelles... on peut sortir grâce à ce genre d'approche et je pense que c'est aussi pour ça que ça prend maintenant de revenir à des bases en fait, toutes simples, c'est-à-dire arrêtons, on en reparlera plus tard aussi ensemble, arrêtons de mettre du matériel à tout va, des jeux à tout va, voilà, la simplicité, juste être là en fait, au sol, ensemble, voilà. Donc du coup là, j'imagine, je suis enceinte, j'imagine, hein, parce que c'est pas le cas du tout. Ah bon, dis-nous, Marie. Alors, non, il n'y a pas d'annonce sous-jacente. Du coup, je m'intéresse forcément je fais ma petite liste de naissance dans un magasin de périculture lambda. Donc je me dis, bon bah ok, j'ai ce qu'il faut pour qu'il dorme, j'ai ce qu'il faut pour qu'il mange. Est-ce qu'il y a des indispensables si je veux m'orienter vers la motricité libre que je dois acquérir ? Enfin, par quoi je commence en fait si je veux commencer vers la motricité libre une fois que mon bébé est là ? Alors, pour provoquer un peu, j'ai envie de dire rien. Bon, mais c'est pas tout à fait le cas. Je pense que effectivement, l'enfant, il a toujours un millier de jeux sonores, tout ce qu'on veut. Là, dans la motricité libre, ce qui va être important, la première chose, c'est l'espace.
Voilà. La création d'un espace assez simple, très simple même, où l'enfant il va pouvoir évoluer en sécurité. On peut pas le laisser tout petit au milieu d'un grand espace il arrive du ventre bien au chaud depuis 9 mois et on peut pas poser l'enfant. Il a besoin aussi de pouvoir se construire corporellement. Donc au départ, effectivement, ça va être beaucoup le portage, mais ça t'en parlera mieux que moi. Et puis quand on sent petit à petit que quelques minutes par jour, on peut commencer à essayer de le poser au sol, etc., ben, ça va être alors un bon tapis. Voilà, j'ai envie de dire, moi, souvent, ce qui est très, très important, si on parle vraiment de matériel, c'est un tapis... alors, je ne vais pas faire de pub, on pourra transmettre peut-être quelques conseils, si on peut. Bon, bah écoute, hein. Il n'y a pas de gros enjeux, hein. Est-ce qu'on cite 3 marques? Non, vas-y. Fais-toi plaisir. Non. Alors, pour ma part, en tant qu'expérience, j'ai pris, parce qu'il y a aussi le prix qui joue, souvent pour beaucoup de parents. Alors, les tapis Ikea sont très, très bien. Il y a des tapis là, de plusieurs couleurs, pliables, très légers, qui ont une texture ni trop molle, ni trop dure. Effectivement, il faut que l'enfant il puisse sentir ses appuis, puisse sentir son corps. Donc, tous les coussins trop mous, voilà, ça, c'est effectivement, ça sera pas le top pour la motricité libre. Et puis, pouvoir un petit peu fermer cet espace, voilà, autour, faire un petit coin un peu cocooning, on va dire. Et puis, voilà, après quelques jeux, mais il n'y a pas besoin, non, effectivement, dans sa liste de naissance, d'une liste énorme. Et du coup, la motricité libre, elle se joue uniquement sur le temps d'éveil ? Alors, c'est là où moi, souvent, je n'ai pas tendance à défendre un modèle à part entière. Tu vois, tu me parles de motricité libre, donc c'est quelqu'un qui a développé ce concept, Amy Pickler, voilà. Mais effectivement, moi j'ai tendance j'aime bien le un peu de tout. Faire sa sauce pour que ça puisse nous correspondre. Donc là, je le mêlerai un petit peu au Montessori aussi, qui est très intéressant dans certains domaines. Et ben là aussi, du coup, la nuit, ça joue, le sommeil, ça joue. Voilà, est-ce qu'on utilise un lit à barreaux ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser plus quelque chose de au sol, accessible, un matelas au sol? On va parler de la gigoteuse. Voilà, qui peut limiter la motricité du petit, du nourrisson. Voilà, il y a d'autres alternatives avec des pyjamas, des surpyjamas, etc. pour pas qu'il ait froid. Après, vraiment, chacun fait comme cela lui correspond. C'est-à-dire que moi, en tant que psychomotricienne, je vais défendre voilà, des concepts de motricité libre, etc. Mais j'ai mon propre vécu de maman où j'ai mes limites. Voilà, bien sûr, et je pense, c'est un peu le message que je fais passer à travers mes mails matinaux, c'est-à-dire que je propose, moi, je transmets des infos, des théories, des méthodes, et après, c'est très important que chacun vienne y piocher ce qui lui parle et ce qui lui ressemble, moi, clairement. Et puis, de toute façon, d'un enfant à l'autre, c'est jamais la même chose. Enfin, Matt est allé dans un lit à barreaux coincé dans un cocoon à baby jusqu'à ses 5 mois. Alors qu'Aline est allée sur un matelas au sol et n'a jamais été dans un cocoon à baby parce qu'en fait, je pense que c'est un peu quand tu commences à t'intéresser sur un principe, en parlant de la motricité libre, à partir du moment où tu as compris l'intérêt pour ton bébé pour le temps d'éveil, après, naturellement, le reste y suit, quoi. Enfin, c'est comme quand tu veux réduire tes déchets et que tu commences par supprimer les couches et puis après, finalement, tu te retrouves avec des serviettes lavables à table. Donc, ce sera intéressant peut-être de parler de ce que c'est que la motricité libre aussi pour le sommeil, pour la balade, pour le bain, tout ça. Comme ça, chacun piochera ce qui l'intéresse. Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui commencera par le bain et qui finalement ira jusqu'au temps d'éveil ou au sommeil, ou elle restera sur le bain libre et on parlera pas d'autre chose. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, donc je pense que c'était important voilà, de préciser que chacun s'écoute. Voilà, on fait petit à petit, c'est des essais-erreurs, l'enfant il est en sécurité, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, après je vais préciser effectivement dans quel domaine on peut l'utiliser, mais qui est l'enfant ? C'est-à-dire, moi dans mon expérience personnelle, je me suis retrouvée avec une petite fille qui avait un reflux.
Tu as connu ça aussi, hein, malheureusement. Mais on s'adapte. Moi, j'ai été une grande frustration au départ de ne pas pouvoir mettre ma fille au sol parce que c'était gênant pour elle, parce qu'elle n'était pas à l'aise sur le dos, etc. Donc, j'ai sorti le transat. J'ai sorti tout ce que je ne voulais pas utiliser. J'ai sorti effectivement le Cocoon Baby parce que parfois, ça l'aidait à se rassembler. Elle a utilisé jusqu'à 4 mois alors que c'est jusqu'à... Enfin bon, il n'y a pas vraiment de règles à respecter. Ouais. Le tout est-ce que l'enfant soit bien dedans, qu'il soit en sécurité. Et petit à petit, en fait, on va essayer de faire des essais. Voilà. Par exemple, effectivement, la motricité libre, il y a cette histoire d'installation au sol, mais le bain libre, alors moi, j'ai pu expérimenter ça. C'est juste le bonheur total. Voilà. C'est donc mettre l'enfant dans une petite quantité d'eau, souvent dit au niveau des oreilles. Voilà, allongé sur le dos. Alors moi, j'avais installé un petit tapis de bain antidérapant sous elle. On peut utiliser aussi c'est des tapis de bain, pour pas qu'elle glisse, qu'elle parte dans tous moi, les sens. Moi, je me servais d'une serviette de bain, en fait. Une serviette de bain, exactement. On prend ce qu'on a, de toute façon. Et puis là, l'enfant, en plus, n'est pas du tout maintenu dans l'eau et peut explorer seul. Et c'est génial. Et j'ai trouvé que ça a été une révolution, moi, rien que pour la savonner, en fait, tu vois. Mais voilà, pour nous, parce qu'on n'est plus dans un portage où on ne sait pas trop comment faire, Pour elle, parce qu'elle peut, alors les pieds, elle tape des pieds dans l'eau, les bébés, ils adorent ça. Au niveau sonore, au niveau visuel, c'est génial. Après, moi, il y a 1 ou 2 fois où elle avait des craintes. Hop, on revient en arrière, c'est pas grave, on va essayer la prochaine fois. Faut pas que ça devienne, je dois faire le bain libre. Surtout pas. Pour les balades, c'est pareil, effectivement. Souvent on utilise ce qu'on appelle il y a plein de noms, on va se mettre d'accord, mais donc les trios, les poussées de trio, il y a le choix, et donc il y a le cosy. Voilà, le cosy, c'est ce qu'on met aussi dans les voitures. Alors ça, effectivement, en termes de motricité libre, c'est pas l'idéal parce que l'enfant est très très contenu, très maintenu. Après, ça peut être pratique parfois. Ce qu'on conseille souvent en motricité libre, par exemple, c'est la nacelle. La version nacelle où l'enfant est beaucoup plus libre de ses mouvements parce qu'il est déjà dans sa position physiologique de départ, en fait, où il va pouvoir plus bouger son corps. Donc effectivement, cette pratique, elle s'utilise un peu dans plein de temps du quotidien. Ça peut être aussi autour du repas. Donc, après chacun le fait à hauteur de ce qu'il peut supporter. Parce que pareil, est-ce qu'on accepte que l'enfant il puisse se salir, il puisse mettre les mains à la bouche, ou est-ce ou rapidement il est cantonné à maintenir les mains au niveau de son buste pour pas qu'il puisse les mettre à la bouche. Chacun a sa patience. Voilà, moi je vois qu'ici le papa a pas du tout la même marge que moi. Même au sein de mon cocon familial, chacun doit trouver ce qui lui va bien. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question ? Oui, alors j'ai eu il n'y a pas très longtemps par message une maman qui me disait que son enfant de 4 mois et demi passait le plus clair de son temps d'éveil dans son transat. Alors je suis pas du tout psychomotricienne, mais je lui et du coup il se retourne pas, enfin il cherche pas à se retourner quand il est à plat ventre, etc. Et je me demandais, du coup je me suis posé la question, est-ce que du coup le transat peut être un frein du coup à ce développement psychomoteur spontané de l'enfant ? Oui, j'ai envie de répondre oui, parce que effectivement, d'un point de vue physiologique de l'enfant, de sa posture, dans son développement psychomoteur, il a besoin d'expérimenter son corps, vraiment en partant d'une position qui est celle dans laquelle il naît aussi. Il part du sol, il part sur le dos, effectivement, et petit à petit, il va apprendre à s'enrouler, il va apprendre d'un point de vue tonique, ça va évoluer d'une hypertonie à des membres, ça évolue au niveau neurologique, etc. Et pour ça, il a besoin d'explorer, d'expérimenter. Et le transat, ça le limite, effectivement, on pourrait dire, dans une position qui est toujours la même, qui est maintenue au niveau du bassin par les sangles, parce que bien entendu on attache son enfant quand il est dans un transat, Oui, en plus il s'agissait en l'occurrence d'un transat en hauteur, donc oui, il était attaché, c'est sûr. Voilà, en plus, alors et effectivement l'enfant il va beaucoup jouer au niveau des mains.
il va regarder beaucoup ce qui se passe autour de lui, mais voilà, il va pas travailler toutes ces torsions, toutes ces flexions, extensions des membres. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, je pense qu'il faut varier. L'importance, c'est la variation des supports dans lesquels on installe son enfant. Effectivement, si on met un enfant toute la journée, parce que c'est pratique, voilà, faut pas aussi parce qu'on a besoin de le sécuriser, qu'il soit près de nous. Il faut aussi pouvoir lui faire vivre plein de choses différentes. Donc un transat, pourquoi pas, mais pas toute la journée. D'accord. Voilà. Il faut essayer de varier au maximum. En portage, on dit souvent, j'ai souvent la question des parents qui me disent à partir de quel âge je peux mettre mon bébé dans un porte-bébé préformé. Je dis souvent qu'il faut attendre que le bébé tienne assis. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ce fameux stade, de la différence entre mon bébé tient assis et mon bébé se met assis. Et quelles peuvent être la conséquence de mettre un bébé assis qui ne sait pas le faire tout seul. Enfin, tu vois, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette position assise, parce que j'ai l'impression que les parents attendent ce cap-là de « ça y est, mon bébé tient assis » comme le truc de ouf, quoi. Alors, est-ce que ça s'accompagne ? Est-ce que ça s'apprend ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, il y a une grande différence entre mon bébé tient assis parce que je le tiens. Voilà, je vois ça arrive effectivement vers 4-5 mois où il y a un tenue de tête, etc. Et ce moment où lui-même va se positionner, va se mettre en position assise, qui arrive beaucoup plus tard quand même. Il y a une grande différence, alors on va revenir à la motricité libre. C'est-à-dire qu'on considère tout bêtement motricité libre qu'un bébé qui ne fait pas quelque chose par lui-même ou qui ne tient pas une position par lui-même, c'est qu'il n'est pas prêt à le faire. Ça aussi, c'est très, dans la psychomotricité, c'est ce qu'on défend. C'est que d'un point de vue de son corps, de sa physiologie, réellement, il n'est pas prêt. D'un point de vue musculaire, d'un point de vue tendineux, d'un point de vue de ses postures, les choses, elles sont assez carrées de ce point de vue-là. Alors, on va pas faire du mal, on va pas, mais effectivement, ça va jouer dans l'investissement corporel plus tard, dans l'équilibre, dans la façon de se tenir, d'un point de vue tonique, énormément souvent. On voit des enfants on voit les enfants assis. Il y a des parents qui ont ce souhait de mettre leur enfant assis, qui mettent des coussins, qui le calent, comme ça, avec moi, j'ai pu voir ça dans ma famille. C'est pas grave, on blâme pas. Mais du coup, ça fait des enfants qui ont du mal à se tenir et du coup, ils sont très toniques. Il y a même de la puériculture qui s'adapte à ça avec cette fameuse bouée Cotoons, là, bleue. Alors, mea culpa, j'en ai acheté une pour mon fils. Hein. Alors, de toute façon, Matt, peu importe le sujet qu'on prend, j'ai tout testé avec lui. Le bien comme le là aussi, hein, j'ai cru entendre. Oui, mais on va en parler après. Gros sujet. Mais oui. Non, mais c'est ça qui est assez dingue, c'est effectivement, dans les magasins pour les enfants, c'est en vente tous ces objets-là, donc on se dit, c'est bon pour mon enfant, ils vont pas vendre. Mais c'est un petit peu comme la nourriture, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve dans les magasins n'est pas forcément le mieux pour nous. Hein. Sinon, on mangerait que des chips et des choses transformées. On peut pas? Non. Merde. On voilà. Essayer, mais tout s'explique. Non, mais après, c'est toujours. Moi, j'aime pas j'ai vraiment pas envie d'être moralisatrice. Ça sert à rien. Et puis, moi-même, je suis loin d'être parfaite. C'est des essais, chacun a ce qui se correspond. C'est la mesure, en fait. Voilà, la mesure. Effectivement, jouer avec son enfant qui est assis, on le maintient, au niveau du buste. Mais de là à lui acheter ou dans le bain, ça existe aussi. Des selles de bain. Oui, oui. Voilà. La cerise, c'est pratique et souvent on a tendance à dire qu'on fait des choses pratiques pour les parents. Voilà, ça facilite pour les parents. L'enfant, il a le temps parce qu'en fait, dans tous les cas, il y arrivera à se mettre assis. C'est qu'il faut qu'on se dise ça. Alors, il y a une espèce de petite fierté, j'ai pu le voir, qu'on ressentait. Oh, il se retourne tout seul, c'est génial. Mais voilà, ça, c'est parce qu'on nous l'a inculqué socialement. Alors que l'enfant, il a besoin, d'un point de vue de son corps, d'être porté de longtemps, d'avoir tout ce temps où il s'imprègne de son environnement, de son corps, comment il fonctionne. Il essaye des centaines de fois d'ouvrir et de fermer la main. Il a besoin de temps.
Ok. Donc après la position assise, Oui. il y a un autre gros sujet qui est important, enfin qu'on soulève régulièrement quand on est jeune parent, c'est le quatre pattes. Oui. Matt n'a pas fait de quatre pattes du tout. Mhm. Et franchement, à l'époque, ça ne m'a pas posé de problème. Enfin, je me suis pas dit, bah merde, il manque une étape ou il a pas validé une case, tu vois. Et puis après, j'ai entendu dire que c'était très important en fait pour le cerveau que l'enfant ait fait le quatre pattes. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Mais effectivement, c'est très enfin, c'est important. Toutes les étapes, de toute façon, voilà, si elles sont là, c'est qu'elles ont leur raison d'un point de vue neurologique dans le développement. En termes de quatre pattes, effectivement, au niveau de peut-être la différenciation entre les deux côtés du corps, au niveau des coordinations, au niveau des coordinations des membres inférieurs, des membres supérieurs, des deux côtés de son corps. Voilà, ça joue, c'est une nouveauté dans le développement de l'enfant. Hein. Il passe de quelque chose de statique, hein, plus ou moins statique, hein, assis, allongé, retournement, à quelque chose dans le mouvement, dans le déplacement, voilà, avec une symétrie, une asymétrie qui se joue. Voilà, donc dans ce point de vue-là, ça a son importance. Voilà, après peut-être par ton expérience, tu t'es rendu compte oui. vis-à-vis de ton fils. Bah en fait, j'ai vu une grosse différence entre Matt, avec qui on n'a pas pratiqué la motricité libre du tout, et Aline, avec qui on l'a fait. C'est-à-dire que Matt, du coup, bah, je l'ai mis assis avec des coussins, tout ce que tu veux, bien avant qu'il soit capable de le faire tout seul. Je pense que du coup, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas fait quatre pattes. Il a eu des arches de jeu lumineuses qui faisaient de la musique, voilà. Le truc, c'était la jungle de chez Fisher Price. Enfin, le truc, c'était voilà. J'étais trop contente de lui avoir acheté en plus, hein. Et il a marché à 15 mois. Alors qu'Aline, elle a fait toutes les étapes, une par une. Elle a fait du quatre pattes. Et à 11 mois, paf, elle avait l'assurance. Elle était prête, en fait, juste prête à se lâcher et aller marcher, quoi. Alors moi, j'étais pas prête. Hein, parce que il y a ça aussi comme dimension. Je m'étais dit que j'en profiterais autant que j'en ai profité avec son frère, mais pas du tout. Donc du coup, j'ai remarqué que la motricité libre, plus tôt elle était pratiquée et respectée, en fait, et ben plus on donnait d'opportunités à l'enfant à se développer à son rythme et voilà, enfin par lui-même. Voilà. Il faut se dire quelque chose, c'est que proposer à l'enfant des postures dans lesquelles il n'est pas prêt à vivre, il va pas les intégrer en fait. D'accord. Il va les utiliser par apprentissage. D'accord, parce qu'il n'a pas le choix. Si on le met assis, ben, il va faire en sorte voilà, d'être assis. Donc, il va développer des choses autour de ça sans avoir effectivement eu cette base corporelle, cet ancrage corporel d'avant. Donc, de toutes ces étapes qui sont, on l'a dit, nécessaires en fait. Donc, voilà. Et du coup, comme Matt ne marchait toujours pas, hein, on l'a mis dans un trotteur, évidemment. J'ai fait passer la photo il n'y a pas très longtemps. J'étais tellement fière quand j'ai pris cette photo. Je ne pas. Et puis après, le trotteur, il n'y en a plus jamais eu un à la maison. Et puis j'ai eu une petite expérience d'assistante maternelle et il était hors de question d'en avoir un aussi dans ce milieu-là. Et je voulais ton avis quand même sur le trotteur et tout ce qui est jumpero, enfin les trucs où tu mets les bébés dedans et ils sautent sur leurs pieds là. Ouais. Pour l'anecdote, j'ai un beau-frère qui voulait acheter un trotteur, un Yupala, on dit aussi à son fils. Donc je sors un petit peu ma théorie. Voilà. Il me dit bon, j'ai compris, Marianne, donc je vais acheter un jumpero. Bah non, t'as pas compris en fait. Non, mais c'est un petit peu la même chose que par rapport au fait d'asseoir avec des coussins ou d'autres choses dont on a parlé. C'est-à-dire que un enfant n'a rien à faire debout en fait s'il ne peut pas le faire par lui-même. Il nous montre assez bien, la nature montre assez bien les choses en fait, simplement.
C'est-à-dire que si l'enfant il le fait pas, c'est qu'il n'a pas les outils pour le faire à l'heure actuelle. Ils adorent ça. En plus, le piège, c'est que les enfants, ils adorent ça. Et oui. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on met debout, on le voit. Moi, je le vois là à 5 mois et demi, quand je la tiens par les épaules, elle pousse tout ce qu'elle peut sur ses pieds. Elle est heureuse comme tout. Donc, ça motive souvent les parents à dire bon, mais il est prêt, c'est le moment. Mais il n'est pas prêt d'un point de vue corporel. On y revient. Voilà. Okay. Il n'est pas prêt d'un point de vue tonique. Ses articulations ne sont pas prêtes à recevoir son poids. Il a besoin de vivre vraiment en termes de pesanteur aussi. Il a besoin de partir du sol et de le mettre de suite dans cette verticalité. Ça change tout son équilibre tonique. Et alors, il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont été mis dans des trotteurs. Ils n'en sont pas malheureux pour autant maintenant. Par contre, malheureusement, chez certains, il y a pu avoir des conséquences. Des conséquences plus tard sur l'équilibre, des conséquences sur les articulations, les pieds, le développement de la marche, etc. Donc, moi je dis à éviter, effectivement. C'est souvent une légende urbaine, ce truc-là de ça va déformer les pieds de mon bébé. Mais moi, je connais un cas. C'était une amie qui écoutera peut-être d'ailleurs cette interview. Nos bébés ont quelques mois d'écart, je crois qu'ils ont 6 ou 7 mois d'écart. Donc c'était pour Matt, donc il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans en arrière. Et elle le mettait dans un Jumpero. Et alors, il s'éclatait, quoi. Enfin, et c'est ce que tu disais, comme il s'éclatait dedans, il y passait beaucoup de temps. Parce que voilà, il adorait ça, il rigolait, il sautait dans tous les sens. Et puis, 7 ans plus tard, ce petit garçon, il continue à aller chez le kiné. Parce que, en fait, il marchait sur les pointes de pied. Ah, c'est quelque chose qu'on trouve énormément, effectivement. Ouais. Les enfants qui font que courir. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne savent pas marcher, qui en fait, quand ils se déplacent, ils courent. Alors, les enfants courent beaucoup, on s'entend. Mais parce qu'en fait, dans les trotteurs, souvent, si on leur pose la question qu'il était dans un trotteur, la réponse est oui. Parce que ça va vers leur poids va vers l'avant. Et du coup, ils se déplacent comme ça, avec les pieds qui avancent, et sur la pointe des pieds. Et souvent, c'est des enfants qui, au niveau de leur stabilité, plus tard jouent. Voilà. Donc c'est l'exemple aussi. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas une légende, c'est vraiment vrai, quoi. Ça peut faire du mal. Quand on dit ça va, moi j'y suis allée, j'en suis pas morte. Toi peut-être, mais peut-être que ton bébé oui, peut-être que celle de ta voisine aura des conséquences ou pas, on n'en sait rien. Et je pense qu'il est là, l'enjeu c'est maintenant que je sais, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas, et de le faire en conscience, en étant informé. Et si tu le fais quand même, ok, je veux dire, c'est ok, au moins tu as fait ton choix en conscience, mais d'être informé. Exactement. Pareil, question de mesure. Si effectivement tous les parents mettaient leurs enfants quelques minutes par-ci par-là dans un trotteur, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment ce débat, même si ça serait considéré comme un divertissement court, de courte durée, peut-être. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est que les enfants, ils restent des fois 2 heures dans un trotteur, dans un Yupala, parce qu'en plus, il y a des jeux dessus. Alors bon, voilà, c'est tout en un, en fait, c'est le package. Et effectivement, on a un peu de tranquillité. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de passer des fois plus de temps au sol, de gagner en patience en tant que parent, parce que oui, un jour notre enfant il se mettra debout et il va en faire des kilomètres en courant. Voilà, faut pas se poser la question. Et là on le regrettera presque, parce qu'en fait il courra dans toute la maison et qu'on se dit mais c'était bien, mais il se déplaçait pas. Voilà. Donc se dire, moi la première, je me dis là, elle commence à se retourner un petit peu. Je suis vite tentée de faire une séance de psychomotricité à la maison, en lui disant d'attraper ce jeu de voilà. Mais j'évite trop oui. C'est mon conjoint qui dit que je fais des séances de psychomotricité à la maison. Voilà. Mais j'évite, je me dis qu'elle a le temps. On a le temps. Ok. Alors, à ton avis, est-ce qu'on a fait le tour? Ah non, je voulais qu'on parle des chaussures. Alors, il y avait plusieurs choses. Après, tu me diras. Il y a la notion de jeu. Oui, petit jeu. Ah oui, oui. Les chaussures, effectivement. Et après, on verra. Tu me diras. Allez. Donc, le jeu.
Oui, les jeux. Alors, tu m'as demandé si il y avait des jeux à conseiller. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est ça, c'est surtout que, ok, on a compris qu'avec la motricité libre, il fallait laisser bébé aller à son rythme. Mais du coup, nous, en tant que parents, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Quel est notre positionnement? Effectivement, est-ce qu'il y a des jeux qu'il faut privilégier ou pas? Enfin, voilà, comment on fait concrètement? Ouais, je voulais juste, voilà, effectivement, je trouve ça important d'aborder ça parce que c'est dans la continuité de tout le reste. Quand on dit motricité libre, tapis sans rien, bon, faut pas être dans un extrême non plus. Hein, c'est essayer d'aborder les choses simplement. Tu parlais tout à l'heure des choses lumineuses. Moi, ça me questionne toujours effectivement, parce que pareil, hein, si on va dans les magasins de jeux actuellement, il y en a pour voilà, c'est disco party. Souvent, c'est du bruit, c'est des lumières. Voilà, il faut savoir juste pour replacer les choses, qu'un tout petit, il vit la sensorialité, tout lui arrive à lui, tous les sens, mais il peut pas forcément les gérer. À ce moment-là de sa vie, à la naissance, il a besoin d'apprendre, de se construire, et il reçoit tout un petit peu comme ça, et c'est le parent qui va traduire un peu pour lui, qui va l'aider petit à petit à mettre du sens dessus. Et c'est vrai que si très tôt on met des jeux, voilà, clignotants, lumineux, voilà, ça va être un petit peu dur pour la compréhension du petit. Donc on va essayer d'adapter les jeux en fonction de là où il en est. D'accord. Mais c'est assez simple, on va essayer d'observer un petit peu. C'est-à-dire qu'on voit souvent les nourrissons, la première chose, ce qui se développe au début un petit peu, c'est qu'il commence à capter d'un point de vue visuel. Donc, on va se dire, ah ben tiens, je vais peut-être lui mettre des choses visuelles un petit peu pour lui. Alors, pas la télé, mais... Ah bon? Ah merde! Non, mais on aime bien les petits jeux contrastés. Voilà, Ouais. les petites choses comme ça, les choses à regarder. On en trouve pas mal sur Internet. On met contraste, dessin contrasté, etc. On trouve des choses sympas. Et puis après, le sonore, qui commence à se développer un petit peu. Donc, tous les jeux qui font un petit peu de bruit. Mais voilà, les jeux, comment dire, un petit peu de bruit. Les clochettes, les choses voilà, comme ça, les oscillores, les bâtons de pluie. D'accord. Voilà. Et voilà, petit à petit, on va développer autour de lui au niveau de la sensorialité. Il ne faut pas hésiter à varier les couleurs, les textures, mais petit à petit. Oui, voilà. et une difficulté à la fois. Voilà. Trop de jeux, tue le jeu. Un enfant qui a 15 jeux autour de lui, il va plus savoir où donner de la tête parce qu'il est tellement curieux, tellement en recherche d'exploration, qu'il va tout voir en même temps, et du coup, il va pas voir grand-chose. Donc voilà. Mais pareil, hein, c'est quelque chose qu'on pourra faire s'il y a des demandes, des retours par rapport à ça. Des petites idées, c'est vrai qu'on sait jamais trop quoi offrir à la naissance. Voilà. Et en fonction de là où en est l'enfant, on peut adapter les jeux qu'on lui offre. D'accord, ok. Ouais, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok. Ah oui, le mobile au-dessus du lit. Tu l'as fait, c'est ça, avec toi? Ah oui, il faisait même de la lumière et de la musique. Ils sont beaux, ceux-là. T'as déjà essayé de le mettre au-dessus de ton lit, non? Ça serait une expérience à faire. Et bah en fait, c'est comme ça que j'ai arrêté. C'est parce que j'avais lu un article qui disait, parce que pour la naissance d'Aline, je m'étais dit comment on choisit en fait un mobile. Et j'étais tombée sur un article qui disait juste mettez-vous en dessous. Et d'ailleurs, j'avais remarqué que ces mobiles s'appelaient des mobiles d'éveil. Ouais. Et je me suis dit, on va quand même les mettre au-dessus de son lit où elle est censée se reposer et dormir. Un truc qui est censé l'éveiller. Alors du coup, je me suis dit, bon... Alors on l'a acheté quand même parce que ça faisait joli, mais de toute façon, elle dormait pas dans son lit, donc voilà, c'était pas grave. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt, ces mobiles? Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est important de scinder les espaces un petit peu, au départ du moins, pour que l'enfant il puisse se repérer.
C'est-à-dire qu'il y a le coin dodo, le coin jeu, là où on mange, là où on se change. Ça aussi, hein, la pédagogie Montessori en parle très très bien. Si les parents veulent un petit peu se renseigner dessus. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on va dormir, il n'y a pas besoin de repartir dans une situation d'éveil. Il faut se dire qu'un tout petit, alors parce qu'aujourd'hui on parle surtout des tout petits, ils sont tellement curieux, mais qu'en fait, ça va peut-être sur une durée longue amener un endormissement, mais en fait, en première intention, ça va l'éveiller. Effectivement, il va y avoir quelque chose qui bouge, qui fait de la musique, mais c'est génial. Voilà. Il faut savoir je crois que c'est avant 2 ans, 2-3 ans même, un enfant n'a pas peur du noir. Ça arrive très tard, la peur du noir. D'accord. Un nourrisson n'a absolument pas la conscience de j'ai peur du noir. Voilà, il peut être désorganisé, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai besoin qu'on me prenne, j'ai besoin de sentir que je suis entourée, mais c'est pas parce que la notion de lumière ne joue pas. D'accord. Et du coup, en fait, c'est pour nous, les parents, souvent qu'on laisse une veilleuse. Ah oui, donc l'histoire de la veilleuse et tout, oui. C'est-à-dire, c'est un peu l'objet transitionnel, comme on dit, pas le doudou, mais c'est-à-dire, je te laisse, mais regarde, t'as un petit peu d'occupation, tu peux faire sans moi. Voilà. Et ouais. Et pareil, bon, je parle beaucoup de mon expérience en ce moment parce que je suis curieuse de ça. Mais moi, j'ai remarqué, finalement, quand j'allume la veilleuse, parce que moi aussi, j'allume la veilleuse de ma fille, le soir, en fait, elle repart, elle regarde, et elle n'est pas du tout dans une posture d'endormissement. Alors que quand on éteint, alors oui, elle met un petit moment à s'endormir, mais elle n'est pas inquiète en tout cas. Ouais. Donc le mobile, c'est pareil. Pourquoi mettons un mobile à l'enfant ? Parce qu'on a peur qu'il pleure. Je pense pas que ça joue, c'est là où ça se joue le plus. Vaut mieux prolonger le câlin un petit peu plus long, pas hésiter à prendre l'enfant. Voilà, il y a pas de quota pour porter un enfant. Mais alors ça, faut le dire et le redire, et je pense que c'est quelque chose que tu défends. Hein, voilà, ça, on a le droit à l'infini. Voilà. Ça ne fera pas des enfants collés loin, au contraire. Mais voilà, le mobile, on peut le mettre ailleurs, sur le tapis de jeu. Voilà. Ok. Sachant qu'une kiné me disait, une kiné important, pareil, un mobile, c'est important soit de changer l'enfant de place, soit de changer un peu le mobile de place. Ouais. Parce que sinon, il est toujours tout tard, la tête en l'air, il regarde toujours au même endroit. Voilà. D'accord. Donc ça y est, mon bébé se met assis tout seul, il fait du 4 pattes et tout, et il se met debout, et il va se lancer, il va marcher. Ouais. Comment on accompagne ses premiers pas ? Alors, comment on accompagne ses premiers pas ? Un petit peu comme tout le reste, finalement. C'est essayer de jauger la juste distance, comme on peut. C'est-à-dire sa propre distance. Parce que voir son enfant se mettre debout, je pense que ça génère de l'émotion, de la crainte, de la peur. On veut le sécuriser au maximum, et là, il est complètement instable, il part dans tous les sens. Donc, on perd la maîtrise. Donc, essayez, nous, de lâcher prise un petit peu. Hein, c'est-à-dire, je suis là, il est dans un espace assez sécurisé. Donc, s'il tombe, c'est pas très, très grave. Et puis là où essayer de le soutenir là-dedans. Pareil, bon, j'ai tendance à dire, on peut l'aider un petit peu en lui tenant la main, mais il y a une image qu'on voit souvent, c'est les enfants, attention, je fais les bras, on voit pas, hein, si on met que ma voix, l'enfant qui a les 2 bras en l'air avec un parent de chaque côté. Oui. Et en fait, pareil, il se retrouve suspendu. Oui, alors que les bras, c'est quand même important dans la marche. Enfin, on a besoin de nos bras pour se stabiliser. Pour l'équilibre. L'équilibre, effectivement. C'est pareil à faire. Bon, nous, on s'est bien construit en tant qu'adultes. Mais essayons de marcher les bras en l'air. D'ailleurs, on n'en croise pas beaucoup des gens qui marchent les bras en l'air. Hein. Non, c'est ça. Essayons. Et peut-être que quand il y aura on sera déstabilisé parce que le sol est pas droit, etc., on aura du mal à s'équilibrer. Voilà, on en a besoin de nos bras. Donc, c'est un petit peu pareil, le laisser faire ses essais-erreurs un petit peu à son rythme, voilà, et sécuriser un max. Sur quoi on peut agir, c'est l'espace. Voilà. Eh oui. Même il semble que ça soit certainement pénible de devoir enlever certains objets à risque ou certains coins quand il y en a beaucoup, mais je pense que si on gère l'espace, on aura moins à gérer la crainte que notre enfant se blesse, par exemple.
Et alors, chaussures ou pas chaussures? Alors, les psychomotes sont la majorité de leur temps pieds nus. Il faut savoir que les 3 quarts de notre temps, on est pieds nus. Et qu'en fait, l'humain n'a pas été fait pour avoir des chaussures. Hein. D'ailleurs, on développe des marques, ou sensations pieds nus, des choses comme ça. Ça, c'est pour l'adulte. Mais pour l'enfant, c'est un petit peu, socialement parlant, on met des chaussures. Hein, donc, voilà, moi j'ai envie de dire pieds nus le plus longtemps possible. Quand il fait froid, des petites chaussettes antidérapantes, voilà, pour aider à, voilà, bien tenir debout, ou pas d'ailleurs, à 4 pattes ou des choses comme ça. Et puis quand il y a chaussures, très important, pareil, le commerce, je ne sais pas pour quelle raison, a déformé la réalité physiologique des choses. On a dit que on a fait passer le message qu'il fallait maintenir les chevilles, il fallait que les chaussures soient rigides et stables. C'est archi faux. C'est tout le contraire. Un enfant a besoin de sentir le sol, donc c'est semelles souples, voilà. Et il n'a pas besoin, au contraire, d'avoir les chevilles maintenues, parce qu'en fait, il a besoin de ses chevilles. Et si on voit l'axe d'inclinaison d'une cheville d'un tout petit, on peut pas le faire, nous. Hein. Ah ouais. Voilà, mais non, on peut pas le faire. Mais il en a besoin de ça. Ouais. Et si on met des bottines, on l'empêche. Encore une fois, c'est plus de la liberté. Donc, chaussures souples, voilà. Petite semelle et cheville le plus dégagée possible. Alors, il y a plein de marques qui ont en fait, je pense que je mettrai en description le lien d'une boutique à Limoges. Je me souviens jamais de leur nom. Je sais plus si c'est Petit Pas de Géant, je crois que c'est ça. Donc c'est une boutique à Limoges, ils sont spécialisés sur les chaussures souples, tout âge. Donc on peut aller faire son shopping là-bas, on sait que peu importe quelle paire on choisira, elle sera adaptée. Super. Et ils ont un site internet qui a pignon sur rue dans ce domaine-là, donc je partagerai et leur adresse. On a la chance, la boutique est pas trop loin de chez nous, voilà. Mais pour ceux qui sont pas du coin, peuvent commander les yeux fermés. Puis les filles sont de très très bons conseils et tout. Voilà, je mettrai le lien. Je sais pas si tu le connais d'ailleurs, mais voilà. Mais peut-être que je l'ai vu sans savoir que c'était Limoges. C'est possible. Voilà. Possible. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a bien papoté parce qu'on est quand même à presque 50 minutes de conversation. C'est pas vrai. Si. Moi, j'avais dit au départ, avant de t'enregistrer, que je pouvais parler des heures. On pourrait refaire une autre vidéo. Mais je pense qu'on en refera peut-être une pour aborder les plus grands, peut-être. Et puis, en tout cas, je te remercie, Marion. Avec plaisir. Je voulais juste oui, dis-moi. Parce que pour le vivre aussi en tant que parent, ne jamais essayer au maximum de ne pas culpabiliser, parce qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Voilà, il y a des préconisations. Après, on le fait à sa sauce aussi. Voilà, juste ça. C'est super important. Allez, bonne journée, Marion. À bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur Facebook et sur Instagram, Marie Monitrice de Portage. À bientôt.